C'est reparti mon petit kanji. C'est pas reparti mon kiki. Donc on continue les kanji, on continue notre grande aventure qui touchera bientôt à sa fin. Voilà. Enfin, ce sera que le début de la suite de vos aventures à vous avec ces fantastiques caractères et cette langue extraordinaire qu'est le japonais. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, je suis prof particulier, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, hein, un petit follow, un petit like, un petit commentaire, ça aide toujours beaucoup la chaîne. Donc on y va, on y va. La dernière fois, on avait vu le composant et le kanji pour quelque chose de sucré. De quelque chose de sucré. Donc, on va le réutiliser cette fois-ci encore. Ce petit composant dans le kanji qui vient. Hop. Donc on a notre sucre, notre sucré, auquel Heissig, Monsieur Heissig, pour rappel celui qui a fait la méthode que j'utilise, a aussi donné le sens de petit panier d'osier. Bon, ok, pourquoi pas. Qui contient des sucreries pour la mère grande du petit chaperon rouge peut-être. Donc là, j'ai mon truc sucré et en dessous j'ai un arbre. Ok. Ce kanji là, il n'est pas évident parce que son sens c'est untel. Hein, UNTEL en français. Hein, pour dire cette personne, machin. Hein, quelqu'un, une personne qu'on désigne sans forcément la nommer. Hein, c'est parfois un peu indéterminé. Et il a cette prononciation on essentiellement, bo, qu'on trouve ici là. Plutôt que soregashi, nanigashi, ça c'est plus rare quand même. Dans quoi on trouve comme mot de vocabulaire? Je me souviens pas bien. À part beau tout seul. Hein. Ouais. En fait, on apprend beaucoup pour les kanji suivants qui vont le contenir. Hein. Donc voilà. Donc on a notre personne indéterminée, notre intel, qui est en haut de l'arbre avec des sucreries. Bah moi j'avais pensé, alors bon, c'est mon expérience de daron, mon expérience de papa. Souvent d'ailleurs mes filles me le font remarquer, on peut oublier le prénom des copains des enfants. Hein, surtout qu'en plus ils changent de classe, donc il y a des nouveaux copains qui se font et tout chaque année. Donc parfois, voilà, on retient pas trop. Donc on peut les appeler un tel. Voilà. J'ai imaginé que des petits enfants étaient montés dans l'arbre pour aller y manger des sucreries, manger des choses sucrées, et que c'était ma fille qui était avec machin, avec un tel et un tel, parce que j'avais oublié un peu leur prénom. Voilà. Donc c'est la petite histoire que je m'étais faite pour mémoriser ce kanji. On va continuer avec le suivant. Check. Alors, puisque ce untel, on va l'utiliser. Hein. On va l'utiliser dans un kanji qui va avoir la clé de la femme. On a à gauche. Et à droite de la femme, je vais donc avoir untel. La femme d'untel. J'ai une femme et un tel. Un bonhomme indéterminé, une personne à l'identité floue. Le sens de ce kanji, qu'on va surtout prononcer bai, comme dans par exemple baitai, si je dis pas de bêtises, un baitai qui veut dire un média, un médium, un intermédiaire. Donc le sens premier de ce kanji, c'est un médiateur, un intermédiaire, quelque chose qui agit entre. Quelqu'un qui agit entre. Donc un intermédiaire. Une fois qu'on a dit ça, quelle histoire on peut se faire? Moi j'ai pensé à une femme qui voulait divorcer de son mari pour aller parce qu'elle s'était trouvée un autre monsieur, elle était avec un tel justement. Et donc elle devait engager un avocat qui servait de médiateur parce qu'elle voulait plus parler
à son mari. En fait, j'avais pensé à cette histoire parce qu'à ce moment-là, je regardais un drama japonais, une série où il y avait une histoire de divorce comme ça. Et donc, ça m'avait marqué puisqu'il y avait aussi une médiation entre les deux. Donc voilà, la femme d'un tel divorce, ou la femme divorce pour aller avec un tel, et elle engage un médiateur pour gérer son divorce à sa place. En tout cas, pour mieux le gérer que si elle le gérait toute seule. Voilà, voilà. Alors, on va voir un petit composant qui ressemble un peu à Mai, hein, qu'on a vu là, mais qui est quand même un petit peu différent. Donc, j'ai dit qu'il ressemblait, hein, il commence pareil, un peu plus haut, un peu plus vertical, et surtout, je vais avoir deux traits dedans. On a dit des beaux traits. Ok, deux traits là, et le dernier trait, qui fait à peu près la même largeur que celui du haut, vient fermer en dessous. Donc vous voyez, c'est quand même pas exactement la même forme, hein. Ça dépasse en bas, et il y a deux traits dedans. Et en dessous, je vais avoir deux petites papates. Ce composant, on va lui donner le sens que lui a donné Heissig, puisqu'il avait continué, ça pour lui c'était un petit panier en osier. Ça c'était un grand panier en osier. Un panier qui pouvait contenir ce qu'on appelle un boisseau, qui est une vieille pochelle en anglais. C'est très bizarre qu'il ait choisi ça, parce que c'est vraiment pas une expression. Il y a plein d'anglais, enfin d'anglophones natifs qui savent pas du tout ce que ça veut dire bochel, que de même qu'il y a plein de Français qui savent pas ce que veut dire un boisseau. Mais bon, c'est une façon de mesurer la quantité en fonction du nombre de paniers. Donc c'était des gros paniers. On peut imaginer que c'est un gros panier en osier. Effectivement, si on avait notre petit panier, ben là on a notre gros panier, hein. On voit qu'on peut peut-être imaginer qu'il est sur le dos de quelqu'un, que là on regarde quelqu'un de dos qui porte un énorme panier en osier sur le dos avec plein de riz par exemple, et qu'on voit juste dépasser ses petites papates en dessous. Voilà, donc ça c'est un composant, on ne va pas le retenir en tant que kanji en tant que tel, on ne va pas l'utiliser comme ça. Mais notre gros panier d'osier, notre gros boisseau de riz. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir avec cette idée? Retenez bien cette idée du panier avec des petites jambes qui dépassent en dessous, parce que moi ça m'a fait penser, là on va tout de suite embrayer sur le premier kanji qu'il utilise, ça m'a fait penser à le jeu d'espionnage Metal Gear Solid, dans lequel le héros, Solid Snake, a souvent l'habitude de se planquer sous des objets improbables, notamment des cartons. Il se met un carton sur la tête, et puis il bouge un petit peu, avec le carton, pop, 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 et on voit juste ces petites papates en dessous. Donc j'ai pensé à ça avec ce panier d'osier, et surtout avec le kanji qui vient, puisque là à droite, on va avoir du panier, on va avoir la bouche ouverte. La bouche ouverte qui baille. Et tout cela, c'est pour faire un kanji qui correspond au verbe azamuku, qui veut dire tromper, arnaquer quelqu'un, hein, tromper. Et voilà. Azamuku, on a aussi cette lecture gi qu'on trouve dans des mots comme sagi, la tromperie, l'arnaque, l'usurpation, la fraude, tout ça. Euh, et donc moi j'ai pensé à cet espion là, Solid Snake là, qui dans les jeux Metal Gear Solid, qui profitait d'un moment d'inattention d'un soldat qui était en train de bâiller avec sa bouche ouverte pour se déplacer sous son gros panier d'osier et ne pas se faire et ainsi tromper. Hein, faut pas confondre en anglais un deceit, ça n'a rien à voir avec la déception ou quoi que ce soit. C'est vraiment la tromperie, hein, la triche. Donc voilà, il trompe l'attention du soldat avec son panier d'osier pendant que le soldat bâille. J'aimais beaucoup les jeux Metal Gear Solid il y a longtemps. Quand j'avais encore le temps et la motivation de jouer aux jeux vidéo. Mais peut-être que je rejouerai un moment sur ma chaîne Twitch sur Aboku no Natsu Yasumi. C'est quand même assez sympa. Ensuite, on va prendre notre grand panier d'osier et on va la mettre à côté d'un arbre. Hop. Et voilà. Et ça,
Les amateurs de jeux de stratégie connaissent peut-être, puisque c'est le jeu de Go. Le jeu de Go. Voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est aussi le show de shogi, hein, si je dis, ou le ki de shogi. Ouh là là, je suis toujours perdu moi. Entre les deux. Voilà, shogi. Entre le go et le shogi, je vous avoue, je suis pas du tout expert, donc parfois la différence entre les deux, elle m'échappe un peu, parce que c'est vrai qu'on avait vu un autre kanji pour le jeu de go. Mais donc, on peut penser que dans mon panier en bois, ou dans mon panier, dans mon grand panier, j'ai plein de petites pièces pour jouer aux échecs. Hein. C'est le pion qui permet de jouer aux échecs. Ce, euh, ce kanji, si on veut vraiment lui isoler son sens. Hein. Ou, bah écoutez, ça va bien marcher, hein, le pion d'échec. Ah bah oui, parce que le Go, on va le voir un peu après, excusez-moi. Donc voilà, donc plutôt que le jeu de Go, on va surtout retenir les échecs, d'accord. Donc aux échecs, on utilise des morceaux en bois, et puis on en a tout un stock, au cas où on en perd, et donc on les met tous dans son grand panier en osier. Le suivant, le suivant. Alors, on commence avec la bannière, l'étendard, hein, qui se compose de la direction, haut, et de la personne allongée. Voilà, tout ça, c'est le composant bannière, étendard. En dessous, mon grand panier d'osier. Mon grand panier d'osier qui est là. Ce kanji désigne un drapeau. Eh oui, un drapeau. Hata, le drapeau, même le drapeau du pays, quoi. Hein. Euh, voilà, voilà. Que vous dire de plus? Il y avait quoi? Attends, c'était quoi Kishu? Le porte-étendard. Le porte-étendard, ouais. Samo. Vive les. Heureusement qu'il y a les kanji là-dessus, puisque juste Kishu tout seul, dur de trouver l'étymologie. Hein. Donc on la trouve aussi cette lecture ki, mais c'est vrai que bon, tout seul c'est quand même plutôt hata, le drapeau. Donc une fois qu'on a notre grande bannière, si c'est un grand drapeau, pour le conserver, je vais peut-être l'enrouler et le mettre dans un grand panier en osier, bien droit, bien verticalement, bien protégé pour pouvoir le déplacer sans l'abîmer. Hein. On peut imaginer que voilà, ce grand panier d'osier sert à protéger mon grand drapeau, mon grand étendard. Hein. On peut imaginer aussi que si c'est utilisé sur le champ de bataille, par exemple, bah ça permet aussi voilà, de le déplacer facilement, de le garder à l'abri des bombes et des flammes. Quoique bon, dans de l'osier, ça risque de cramer aussi. Ensuite, notre malle en osier. Si on la met là, à gauche, et qu'à droite, on met la lune. À droite, la lune là. Hein. Donc on va pas forcément lui donner le sens de désigner une partie du corps, parce que ça c'est plutôt quand elle se trouve vers la gauche ou en bas, quoi. Donc là, on va essayer de réfléchir à son sens premier, qui est la lune ou la durée d'une lune, c'est-à-dire un mois. Hein. Vous savez que c'est le kanji qu'on utilise pour compter les mois. Donc, eh ben, ça tombe bien parce que là, on regarde une période. On a quoi comme mot qui utilise ce kanji? On a jiki, qui veut dire une période, un temps, une époque, une saison. On peut avoir kikan, hein, un intervalle de temps aussi, une période. Donc ça, c'est un kanji tout à fait courant. Hein, voilà, ils nous le mettent en N3. Ouais, clairement. Il est bien dans ce niveau-là, ce petit kanji. Eh bien, moi j'ai pensé que en un mois,
pendant la durée d'une lune, on pouvait récolter. Coucou dans le chat, Tikao, Ohayo minasan. Et c'est plutôt konnichiwa, puisque nous sommes l'après-midi. Ohayo, c'est le matin, sauf si c'est le matin chez toi. Bienvenue dans le chat. Que disais-je? Donc, la période, le temps. Donc, j'ai pensé que pendant un mois, pendant la durée d'une lune, on pouvait récolter l'équivalent autant de riz qu'il fallait pour remplir un grand panier d'osier. Voilà. Ou alors qu'il fallait que le grand panier d'osier pouvait contenir la quantité de riz que l'on consomme en un mois, quelque chose comme ça. Je m'étais fait ce lien-là en faisant le lien entre le panier et la période d'un mois. La période d'un mois, c'est le mot-clé. Voilà. Ah, on va reparler de notre jeu de Go. Si vous aimez le jeu de Go, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Donc là, on retrouve notre panier d'osier et en dessous, on a le caillou, la petite pierre. Kanji tout en verticalité, vous voyez, hop, deux éléments l'un au-dessus de l'autre. Ça, c'est le jeu de Go, les amis. Ça, c'est le vrai kanji du jeu de Go. Hein, qui se prononce Go, et c'est tout. Et c'est ce qu'il veut dire. Bah moi, comme je connais rien au jeu de Go, j'ai imaginé, avec ce kanji, que on y jouait qu'à l'origine, que ça avait été inventé par des gens qui jouaient juste avec des petites pierres qu'ils gardaient dans un gros panier en osier, puis qui ensuite ils sortaient, qu'ils mettaient sur la table et tout pour jouer. Mais que ça avait été inventé à partir de pas grand chose, de petits cailloux qui avaient été mis dans un panier en osier. Le jeu de Go. Voilà. Ensuite, on garde toujours notre gros panier en osier. Et là, au lieu de lui mettre en dessous une petite pierre, un petit caillou, on va mettre le sol. J'ai mon panier en osier sur le sol. Ce kanji, qui se prononce aussi ki, comme le ki de la période qu'on avait vu tout à l'heure, là. Les prononciations kun, franchement, on ne les trouve pas tellement. C'est surtout ce qui compte. Il veut dire quelque chose de fondamental. Quand on dit c'est la base, c'est à ce kanji-là qu'on pense. Hein. Il sert notamment pour, on a kihon, kihon, les fondements, hein, la base. C'est basique, mec. On dit d'ailleurs kihon teki, ça veut dire fondamental, quelque chose de basique, qui est vraiment à la base. Hein. Ouais. Donc voilà, quelque chose qui est fondamental, des bons fondements. Bon, moi j'ai pensé que au fond de mon panier, hein, pour qu'il tienne bien sur le sol, qu'il ne se renverse pas, on lui crée une base, on lui crée un fondement bien stable, bien droit, bien plat, pour pas que quand je pose mon gros panier sur le sol, il se pète la gueule à gauche et à droite et que je perde tout mon riz ou que je perde toutes mes pièces de shogi ou toutes mes pièces ou tous mes petits cailloux pour jouer au go, bref, toutes les choses que j'ai mis dans mon grand panier dans les histoires précédentes. Voilà pour les fondements. Le suivant, alors, il est un peu abstrait. Donc pas facile de se créer des histoires. Donc on a notre panier, mais cette fois-ci on va pas avoir les deux petits traits en dessous. On va pas avoir les deux petites jambes qui dépassent, vous voyez là. On va directement se servir de ce trait-là pour faire quelque chose qui ressemble beaucoup au chiffre 4, mais aussi au kanji qui nous permettait de compter les animaux, hiki, là, et dont le sens premier était et toujours l'égalité. Alors, est-ce qu'il me l'a identifié? Oui, il est là. Voilà. Ce kanji-là, je l'aime bien parce que j'aime bien comment il se prononce en lecture kun. On a hana hada, vous voyez, hana ha, et en okurigana, le da. Coucou abeille dans le chat.
Mitsubati-san, Kitabati. Donc, Hana Hada, ça veut dire quelque chose de formidable, dans le sens une puissance formidable, quelque chose d'impressionnant, quoi, d'extrême. Voilà. Hana Hada. Voilà. On a aussi l'adjectif Hana Hadashi, qui veut dire extrême. Voilà. Donc, il est plein de puissance, il est plein de puissance, ce kanji. Qu'est-ce qu'on a avec Jin déjà? Jindai, ouais. Quelque chose d'énorme, de sérieux, de grave. Euh, Gekijin avec la violence, quelque chose de très intense. Voilà, voilà. Donc, bon, là on est dans du N1. C'est un kanji relativement élaboré. On ne le trouve pas super souvent. Mais voilà. Alors, ensuite, en termes d'histoire mnémotechnique, les amis, je me souviens pas trop de ce que je vous avais fait, que je m'étais fait. Parce que là, j'ai mon panier d'osier et j'ai soit un animal, soit l'égalité. Euh, et le sens. Quel mot français je vais choisir comme mot-clé pour ce truc-là? Considérable. On pourrait imaginer, si vraiment on prend le sens du kanji en dessous comme le compteur du nombre de petits animaux, on peut imaginer que dans un panier d'osier, on peut mettre un nombre considérable de petits animaux. Imaginez toute une portée de chats là. Imaginez une petite chatte qui serait enceinte jusqu'au bout des moustaches et qui viendrait se planquer dans son petit panier dans ce grand panier d'osier pour aller accoucher d'un nombre considérable de chatons. Ou alors voilà, on pourrait penser au 101 dalmatien, hein, vous voyez, une histoire de... Ouais, on peut imaginer une grosse portée de petits animaux, comme de petits animaux de compagnie, comme des chiens, des chats, tout ça. Moi j'aime bien ça. Hanahada, Hanahadashi. Ça peut marcher. Et le suivant, en revanche, je l'oublie pas, parce que celui-là, ça m'arrive un petit peu de l'oublier. Alors le suivant, je l'adore. Donc on va avoir notre Hanahada, notre force considérable, enfin notre considérable. Voilà, qu'on va avoir sur la gauche de notre kanji là. Et sur la droite, on va avoir Chikara, la force. Donc là, on a une force considérable. Qu'est-ce qui donne une force considérable? L'intuition. Ce kanji se prononce tout simplement kan, comme des dizaines d'autres kanji, malheureusement. Mais il peut s'utiliser tout seul. C'est un nom, un kan, c'est l'intuition. Et je me souviens très bien de comment j'ai appris ce mot. C'était dans un épisode de la série Evangelion où à un moment il y avait Misato qui était la chef des opérations militaires qui disait qu'elle agissait par intuition féminine. Elle disait Onna no kan, l'intuition des femmes, l'intuition féminine. Et comme c'est un personnage très fort, c'est un personnage qui se laisse pas faire et tout, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui donne une force considérable aux femmes fortes? C'est l'intuition. Voilà. C'est peut-être une capacité de perception intuitive qui leur donne une grande qualité de jugement, en tout cas à ce personnage-là. Donc ça m'avait bien plu cette histoire. Ouais, j'aime bien quand on soutient les femmes et qu'on leur donne de la force, qu'on les écrabouille pas, qu'on les traite comme les êtres humains formidables qu'elles sont. Ça me plaît. Donc, il me plaît ce kanji. Le suivant. Alors, je vais avoir d'abord la clé de la terre, à gauche, la terre, le sol. Et à droite, j'ai encore ma force considérable, mon truc considérable, formidable. Tremendous en anglais. Ok. Tac. Ouais, il me l'a trouvé. Ce kanji sert pour faire le verbe
taeru qui veut dire supporter, endurer quelque chose. Donc c'est aussi un kanji puissant, hein, vraiment, il y a une idée de puissance avec ce composant sur la droite là, hein, ce truc considérable. On a aussi koraeru, mais plutôt avec d'autres hein, d'autres kanji. Même taeru, on peut le mettre avec autre chose. Euh, et, euh, et pour le retenir, ce kanji, j'avais fait plutôt appel à des souvenirs de jeux vidéo ou dans des vieux jeux de rôle Final Fantasy auxquels je jouais. Ça doit d'ailleurs toujours être le cas aujourd'hui. Il y avait une créature qu'on pouvait invoquer qui s'appelait le golem, qui était une créature donc de la terre, d'où la terre, le sol là. Et quand on l'invoquait, elle augmentait la capacité de résistance des personnages avec lesquels on jouait, qui du coup pouvaient endurer, pouvaient supporter même des assauts, des attaques d'une force considérable. Voilà, donc cette idée de la terre qui donne une force considérable, je l'ai reliée dans mes souvenirs à cette créature, le golem, qui pouvait supporter tout un tas de choses, supporter voilà, sans faillir et sans se briser. Voilà, c'était la puissance de la terre. Euh, on peut imaginer tout un tas de choses, hein, des trucs liés à l'environnement, la terre qui supporte, qui a une puissance considérable et qui survivra sans doute à la race humaine. Hein. C'est vrai que souvent quand on parle de défense de l'environnement, on évoque ça comme si c'était quelque chose qu'on voulait faire pour l'amour de l'art, mais c'est pour notre survie, les amis. La Terre, elle, c'est un caillou. Elle continuera, hein, elle sera toujours là. Hein. Même si elle est polluée et tout, elle s'en fout pas mal en fait. Hein. C'est pour nous que ça compte de ne pas faire n'importe quoi en fait. Hein. D'arrêter les conneries. Voilà, voilà. Alors, un nouveau petit élément, nouveau petit composant, qui commence par Naka, le milieu, vous voyez là, et qui a ensuite un trait en dessous. Ce petit composant, on va lui donner le sens d'un sac à main. Voilà. On a l'intérieur et on a un trait en dessous. Et c'est le sac à main. Qu'est-ce qui peut se trouver dans le sac à main? Eh bien, on va voir. D'abord, on va commencer avec des coquillages. Et oui. On va rajouter des jolis coquillages là en dessous. Hop. Tac. Et vous savez que les coquillages, hein, le kanji des coquillages, souvent lié à l'argent, la fortune, la richesse. Et bien là, on a le kanji de quelque chose de précieux, quelque chose de valeur. Hein. On a aussi les verbes totobu, tatobu, qui veut dire estimer, honorer. Voilà. C'est quoi déjà ce terme d'ailleurs? Kicho, voilà. Hein. Je sais plus si c'était Kicho ou Kiju. Kichohin, hein, les Kichohin ni jubun gochii kudasai. On a ça dans les annonces. Hein. Faites attention aux objets de valeur. Donc voilà, bon, bah, moi je trouve ça assez simple. Hein. Je tiens beaucoup à mon sac à main parce que j'ai investi peut-être beaucoup de coquillages pour l'acheter parce qu'il est très précieux. Hein. Peut-être que c'est un Louis Vuitton, un Birkin bag ou je sais pas quoi. Et donc ça devient très précieux. Donc il vaut mieux éviter de le perdre. D'ailleurs, ce sac à main précieux, hein, on va le trouver dans le kanji suivant. Donc on garde exactement ce qu'on a fait. Notre sac à main avec des coquillages. Et on lui ajoute la clé du cheminement, du chemin sur la gauche. Ok. Ce kanji-là, on le voit pas mal dans les histoires d'héritage, de succession, hein, puisque ça veut dire un leg, le fait de léguer quelque chose. Voilà, léguer quelque chose. On peut avoir le nokosu qui veut dire laisser quelque chose. Si on l'écrit avec ce kanji-là, c'est vraiment avec cette nuance. Voilà. Notamment, on peut parler de ihin, hein,
les affaires du défunt, les affaires laissées par quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc intéressant? Ah bah oui, Iseki, on l'avait vu juste avant, là, les ruines, hein. Donc les traces qui ont été laissées, les vestiges. Igon, ce qu'on a laissé comme héritage, ce qu'on a légué, les mots qu'on a légués, vous voyez, avec dire quelque chose. Ça veut dire un testament. Ça c'est typiquement le genre de mots. Si vous avez appris les deux kanji et que vous tombez dessus, et que vous connaissez le sens des kanji, mais c'est Yuigon d'ailleurs, plutôt que Igon, excusez-moi, vous pouvez peut-être, dans le contexte, déduire son sens, quoi. Tout l'intérêt de ce système d'écriture. Donc, il y a l'idée du chemin là et de choses précieuses. Bon bah voilà, on peut dire que quelqu'un qui est mort et qui avait une grande fortune, qui avait beaucoup de choses précieuses, les a laissées, a fait un leg à différentes personnes pour qu'elles puissent continuer leur chemin, pour qu'elles puissent, elles, continuer la route après que cette personne très riche soit morte. En tout cas, c'est comme ça que j'avais retenu. Ensuite, on va avoir de l'eau et quelque chose de précieux. Là, je me suis fait une histoire de bon français pour bien terroir pour retenir ce kanji. Ça, c'est le kanji du verbe tsubusu qui veut dire foutre en l'air, détruire quelque chose, défoncer. On a aussi tsubureru qui veut dire se faire défoncer, tomber en ruine, etc. Et lecture on, kai ou et, surtout la lecture kai, si je dis pas de bêtises. Donc il y a l'idée que là, on va, comment dire, on va gaspiller. Ah, j'en ai oublié un. Je reviendrai après dessus. On va gaspiller quelque chose, quoi. On va un peu le foutre en l'air, quoi. Et moi, j'ai pensé au fait que quand on rajoutait de l'eau dans un vin très précieux, bah, on le foutait en l'air. On le foutait complètement en l'air le goût. Alors, on allait le diluer et tout. Alors il paraît que les Grecs, jadis, rajoutaient de l'eau dans le vin quand ils le servaient. Je sais plus qui j'avais vu ça dans un manga, donc bon, et pas un manga spécialiste du vin, donc je sais pas si c'est vrai. Moi j'avoue, ça me dérange pas parfois de mettre un peu d'eau dans mon vin, dans tous les sens du terme. Mais voilà, en tout cas, là il y a l'idée qu'on fout quelque chose un peu en l'air, quoi, hein, qu'on l'écrase, qu'on le réduit à néant. Bah, j'ai pensé que c'était ce qu'on faisait avec ce pauvre vin précieux quand on lui rajoutait de l'eau dedans. Voilà. Donc c'est l'histoire que je m'étais inventée. Ensuite, je reprends mon petit sac à main. Donc là, je m'étais trompé puisque ça, c'est le numéro 1911 et là, je vous montre le 1910 que j'avais zappé. Le petit sac à main et en dessous, je vais avoir le maestro qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, mais qui est toujours là. Et j'ajoute la clé du cheminement. Donc vous voyez, il ressemble pas mal à celui qu'on avait vu un peu avant là, avec la clé du chemin, le sac à main et le coquillage en dessous pour faire quelque chose de précieux. Donc là, c'est un sens tout à fait différent. C'est le fait dépêcher un envoyé, d'envoyer quelqu'un, de dispatcher. Vous voyez, quand on dit parfois dispatcher, c'est le fait de répandre des choses, les disséminer. Là, on va envoyer quelqu'un. On va envoyer un envoyé spécial, par exemple. Hein, c'est ça, c'est le sens de ce kanji. Il y a l'idée aussi qu'on va utiliser quelque chose. C'est pour ça qu'on trouve ces prononciations tsukau, tsukai. Mais ça, c'est pas juste utiliser, c'est le fait de consacrer quelque chose à une certaine tâche. Vous voyez, comme l'idée de je vais envoyer mon grand reporter couvrir la guerre en Ukraine ou je sais pas quoi.
Il y a une finalité d'usage qui est importante là. Et on trouve ça par exemple dans l'expression Moda Zukai, Moda Zukai qui veut dire du gâchis. C'est-à-dire j'ai consacré une ressource pour une certaine utilisation en vain, Moda. Moda comme dans Jojo, Moda, ben, on peut dire Moda Zukai. C'est un peu de la confiture donnée à des cochons, c'est du gaspillage, Moda Zukai. Donc voilà. Donc on a dispatché, on a expédié, on a employé quoi? Eh bien moi j'ai imaginé que le maestro, donc on lui avait fait des histoires rigolotes quand on l'avait vu. J'ai imaginé que le maestro était parti avec la caisse. Hein, il avait mis tout le fruit de la billetterie du concert dans son petit sac à main et qu'il a été vite parti sur le chemin et que du coup on allait envoyer à sa poursuite, on allait dispatcher à sa poursuite tous les membres de l'orchestre pour essayer de le retrouver, ce vilain maestro qui a privé nos musiciens de leur juste rémunération. Donc c'était la petite histoire que je m'étais faite. Elle tient plus ou moins bien. Bon, maintenant je me suis un peu habitué à la lecture de ce kanji. Mais vous trouverez sans doute mieux pour vous. Ah, le suivant c'est un très beau kanji, parce qu'il ressemble à l'un de mes kanji préférés, qui est le kanji du néant, me. Qu'on va voir d'ailleurs juste après. Hein. Ah, voilà. Donc, la partie du haut, donc on commence par une personne allongée, hein, en assez grand. Puis on a une espèce de grillage avec 4 barreaux, un trait horizontal et un deuxième trait horizontal. Ok. En dessous, je vais avoir, si je dis pas de bêtises, mes lunettes de soleil. Donc j'ai le soir, puis la partie droite des lunettes de soleil qu'on avait vu il y a quelques temps. Si. Voilà. Et ce kanji-là que j'aime beaucoup, parce que c'est un kanji artistique, c'est le kanji de la danse. Le verbe mau, mai, notamment la danse traditionnelle japonaise, la danse qu'on voit dans le kabuki, la danse que font les geishas, la danse qu'on voit dans le no, tout ça, c'est du mai, hein, la danse traditionnelle. On a aussi cette lecture bu qu'on trouve par exemple dans Buto, hein, qui veut dire de la danse, tout simplement. On a aussi ça, hein? Non? Bon, ok. Donc voilà. Ce kanji-là, moi je l'ai beaucoup retenu en fait en lien avec le suivant, parce que ce kanji-là, bon, il se voit régulièrement, mais alors le suivant, on le voit très 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 souvent. Donc pour une fois, je vais un petit peu tordre le cou à la méthode, et on va regarder d'abord le suivant. Donc il ressemble beaucoup, vous voyez, j'ai une personne allongée, j'ai mes 4 barreaux, j'ai une espèce de grillage là. Et en dessous, j'ai 4 petits traits de feu. Ok? C'est le feu en dessous, ces 4 petits traits. Et ce kanji là, c'est le néant. Le mu. Vous voyez, c'est le kanji de nai, il n'y a pas. Qui est la forme négative du verbe aru. Aru, il y a, nai, il n'y a pas. Et donc cette lecture me, on la trouve dans un milliard de mots, comme meda, qu'on a vu tout à l'heure, munen, qui est le chagrin, muri, hein, quelque chose d'invraisemblable, de déraisonnable, tout ça. Muri, murida, murada. Voilà, donc le néant. Ce kanji, il est ultra fréquent et c'est aussi le kanji qu'on trouve sur la tombe du grand réalisateur Ozu Yasujiro, la tombe d'Ozu. Il a mis juste ce kanji, le néant. Mais en mettant ce kanji du néant, bah du coup c'est plus du néant, c'est autre chose. Ça devient déjà quelque chose. Bref, un truc méta comme on les aime. Et ce kanji là, bah moi je le retiens un peu, je sais pas, je le trouve tellement beau.
Sinon, on peut aussi imaginer que voilà, hein, quelqu'un qui a été emprisonné, ça ressemble un peu à une porte de prison, ce truc-là, un grillage comme ça, et à qui, que si on fout le feu à la prison, bon, bah, il va disparaître hein, dans le néant. Donc on peut penser à ça. Une fois qu'on a vu notre néant nos lunettes de soleil, bah, j'ai pensé que quelqu'un qui venait sur le dance floor avec des lunettes de soleil, il allait absolument rien voir. Parce que bah, c'est quand même relativement sombre à l'intérieur d'une boîte de nuit, par exemple. Donc j'ai pensé à une boîte de nuit où on danse. Et il y a des mecs ou peut-être des filles d'ailleurs, qui viennent pour le look avec des lunettes de soleil et qui n'y voient absolument rien, qui voient le néant. Mais ça les empêche pas de passer un bon moment et de danser avec tout le monde, malgré leurs lunettes de soleil. Donc c'est ça, le néant sur la tombe de ce cher Ozu. Ensuite, petit nouveau composant qui ressemble beaucoup à l'œil, vous voyez, sauf que le trait du bas dépasse des deux côtés. Donc c'est un œil posé sur le sol, si vous voulez. Ce composant, il va prendre le sens d'une étagère. Bah, c'est vrai que si vous le regardez comme ça, ça serait pas mal dans un catalogue Ikea, là, un petit étagère Billy là, avec deux niveaux. Bah ouais, c'est mon étagère, voilà. Ça pourrait ressembler à une porte, mais il n'y a pas de poignée. Donc c'est juste une étagère. Mon étagère Billy. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre dans cette étagère? Alors, on va commencer avec du textile. Du textile, du fil. Et ensuite, mon étagère. Ok? Ça, c'est un kanji très utile. C'est le kanji du verbe kumu qui veut dire grouper, ou komi qui veut dire un groupe, une association, un groupement de quelque chose. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi cette lecture. Avec cette lecture so, on le trouve dans un mot comme soshiki, hein, qui veut dire une organisation, un groupement. On le trouve aussi dans le mot bangumi, qui veut dire une émission de télé. Kono bangumi wa, ce programme, un programme de télévision. Goran no sponsor no teikyo de ookuri itashimasu. Ça, on entend ça dans les émissions japonaises. Donc, Komi, Kumu, le groupe, l'association, le groupement. Si, hop, hein, ouais. Donc ce petit groupement, bah moi j'ai pensé que mon groupement, donc c'était dans mon étagère, je retrouvais plein de... Je me suis mis dans un atelier de couture et que j'avais plein de fils de toutes les couleurs, de tissus, de textiles, tout ça, bref. Et que en les associant, en les groupant, bah, ça permettait de faire toutes sortes de vêtements, toutes sortes de choses. Donc j'ai pensé que voilà, le groupement, l'association en groupe des différentes matières textiles, fils et tout ça que j'avais dans mon étagère, ça me permettait de faire tout ce que je voulais en tant que couturier, couturière. Voilà. Le suivant. On va aussi avoir dans notre étagère, cette fois-ci, des grains de riz. Eh oui, qu'on met les grains de riz qu'on va avoir à gauche. Donc j'ai mon grain de riz et à droite j'ai mon étagère. Ça c'est le kanji d'un adjectif utile qui est arai, qui veut dire quelque chose d'un peu brut, pas raffiné. Hein, voilà. Quelque chose, voilà, en l'état, quoi. Et on a la lecture so en lecture on. C'est pas le so de Soshitsu. Ah non. Ça c'est autre chose. So. Ouais.
Ça, hein, Soso, une bourde, une erreur, une grosse bêtise. Voilà, mais c'est avant tout arai. On l'a même en préfixe comme dans araryoji, qui veut dire ah non, ah mais c'est pas celui-là qu'on a dans ce cas-là. Je me suis trompé. Bref, mais il y a un peu la même idée, hein. Ça va être l'autre arai que je viens de taper, mais c'est pas grave. Donc quelque chose de brut, de paraffiné, brut de décoffrage. Mais ben, imaginons quand on vient de récupérer le riz, hein, dans le champ et qu'on l'a juste stocké dans des étagères. On l'a pas encore poli, on l'a pas encore lavé, on n'est pas encore prêt à le consommer. Il y a encore des choses à faire, des étapes à franchir. Donc voilà, j'ai pensé que le riz brut, il était stocké dans les étagères. Et en attendant qu'on puisse s'en occuper et qu'on puisse faire autre chose. Et donc ce kanji-là avec le riz, il ne faut pas le confondre avec le suivant qui lui ressemble beaucoup parce que cette fois-ci on va avoir la clé à gauche du blé, des céréales. Donc il ne faut pas les confondre les deux, c'est pour ça que c'est bien de les apprendre à proximité, ça permet de faire des histoires bien distinctes dans sa tête, toute la beauté de cette méthode. Hop, et donc là je vais avoir des céréales, je vais avoir du blé cette fois-ci. Donc là j'avais du riz, et là, j'ai du blé dans mes étagères. Bah, le blé, il n'a pas la même finalité que le riz, en tout cas dans mes histoires. Le blé, il va me servir à quoi? Il va me servir à payer mes impôts, mes taxes. Eh oui, hein, ce kanji là, il est vachement lié aux impôts, aux taxes. On avait vu aussi, hein, le blé avec le diable à côté. Qui voulait dire zei, la taxe. Donc là, c'est un peu lié. D'ailleurs, on a sozei qui veut dire les impôts, les taxes, la taxation de quelque chose. Donc voilà, ce petit so qui montre donc les impôts qu'on peut prélever. Donc ben, jadis, moi j'avais appris qu'effectivement les impôts ils étaient souvent payés en blé. Pouvaient être prélevés en blé ou en farine dans l'agriculture européenne. Au Japon, bien sûr, les impôts ont très longtemps été payés en riz, hein. Ben voilà, moi j'ai pensé que les agriculteurs mettaient d'un côté le blé et de l'autre le riz, et que le riz ils s'en servait pour payer leurs impôts quand le seigneur venait les embêter. Pour ça. Ensuite, je vais avoir ma meute de chien, hein, ma griffe de meute de chien à gauche. Et à droite, ma petite étagère. Ok. Ça, c'est le kanji du verbe nerau, qui veut dire viser. Hein, viser avec son arc et ses flèches et tout. Euh, voilà, voilà. On a une meute de chiens et on a une étagère. D'où sortait l'image que je m'étais faite, hein? J'avais pensé au. Je sais plus, j'avais pensé au vieux jeu vidéo Resident Evil dans lequel il y avait des chiens zombies, voilà. Et j'avais pensé que pour s'en débarrasser, le mieux c'était de viser l'étagère pour tirer sur l'étagère, qu'elle leur tombe dessus et qu'elle les tue, plutôt que de gaspiller plein de balles à essayer de tuer directement les zombies, parce que comme vous le savez, les zombies sont déjà un peu morts, donc ça prend beaucoup de balles pour les empêcher de bouger. Donc voilà, j'avais pensé à cette idée-là dans Resident Evil, le vieux jeu vidéo de Survival Horror. Je pense pas que ce soit une action qu'on puisse mener dans le jeu. Mais en tout cas, ça m'a permis de mémoriser cette fait de viser comme ça. Le fait de viser. Notre étagère, elle va continuer avec un hôtel. A-U-T-E-L. Hein.
Hop, je sais pas si j'ai bien fait l'ordre des traits, je revérifierai d'ailleurs. Donc j'ai un hôtel et l'étagère. Et alors ça c'est facile. Ça c'est très facile quand on a un tout petit peu de notion de culture asiatique. On peut se faire une histoire où dans mon étagère j'ai mis un petit hôtel où j'honore mes ancêtres. Hein. Dans beaucoup de maisons japonaises, j'ai un petit endroit, une petite alcôve, le tokonoma, où il y a un petit hôtel bouddhiste où je vais faire peut-être des petites offrandes ou avoir une petite photo et honorer mes ancêtres. Hein. Le culte des ancêtres, c'est important en Chine, au Japon et un peu partout. Donc une fois qu'on a retenu ça, bah, on peut voilà, penser que nos ancêtres, on les honore comme ça. Avec cette prononciation so, ça sert à faire des mots comme so-sen, hein, qui sont les aïeux, les ancêtres. Et puis aussi sobo, la grand-mère, so-feu, le grand-père. Donc ça, c'est un kanji quand même assez courant. Et une fois qu'on a cette petite image mentale de la... je vais y arriver. De l'étagère avec un petit hôtel dedans, bah, ça marche pas trop mal, je trouve. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai comme histoire? Oui, je vais avoir un arbre et en dessous de cet arbre, j'ai mon étagère. Donc là, j'ai carrément un arbre qui a poussé en haut de mon étagère. Étrange quand même, hein? Étrange cette histoire. Va falloir mener l'enquête pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'est le sa, vous avez cette prononciation sa qu'on trouve dans des mots comme chosa, hein, qui veut dire un sondage, une enquête d'opinion. Kensa, qui est donc une enquête, une investigation, l'examen de quelque chose. Voilà, c'est à ça que nous sert ce petit mot, hein, cette petite investigation. Voilà. Que vous dire de plus? Bah ouais, moi c'est juste l'idée que, oh là il y a un arbre qui est en train de pousser en haut de mon étagère. Il va falloir que j'investigue pour comprendre ce qui se passe. Il va falloir que j'aille regarder exactement, que j'examine. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là cet arbre? Comment il a pu pousser alors que je pensais que c'était une étagère Billy Ikea parfaitement morte, en contreplaqué et qu'elle risquait pas de me faire pousser des arbres comme ça à l'intérieur de chez moi. Ensuite, mon étagère. Là, je vais la mettre à gauche. Donc, comme souvent, les clés de lecture qu'on met à gauche, le trait du bas, hein, il se met un petit peu en biais. Et à droite, j'ai la force. Haha. Ce kanji-là, il est très fréquent et très utile, hein, puisque c'est le kanji du verbe tasukeru, qui veut dire aider, donner un coup de main. Tasukete, aidez-moi, SOS, à l'aide. Hein, tasukaru, c'est le fait d'être aidé. Ah, tasukarimashita. Ah, dis donc, tu m'as vraiment aidé. Oh, merci. Ouf, tu m'as rendu service. Sans toi, je sais pas comment j'aurais fait. Et on a la lecture on qui est jo, qui indique le fait voilà, de fournir de l'aide, d'assister. Donc, quel mot par exemple? Joen, c'est supporting performance, hein, donc un rôle secondaire, un rôle qui vient aider l'histoire, mais qui n'est pas le rôle principal. Voilà, donc celui-là, il est très courant, hein, ce verbe taskeru, on l'a tous entendu dans les animés, les mangas, tout ça. Et comme histoire, je trouve que c'est très facile. Hein. J'ai besoin d'aide pour bouger ma bibliothèque. J'ai besoin que quelqu'un me prête sa force pour bouger ma bibliothèque. Parce que c'est lourd. Je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Hein. Facile, fastoche, emballer, c'est peser. Qui a dit que c'était dur d'apprendre les kanji? Pas moi. Je dirais pas que c'est dur, mais je ne dirais pas que ça ne prend pas de temps. Hein. Souvenez-vous que toute personne qui vous dit que le japonais c'est facile cherche à vous vendre des cours. Rappel utile. Ce qui est très bien si vous cherchez un prof, que ce soit, hein, mais
je préfère quand des gens ont déjà décidé d'apprendre le japonais et qu'ensuite ils trouvent une bonne solution plutôt que des personnes décident d'apprendre le japonais sur un coup de tête parce qu'ils voient une pub qui leur dit mais c'est trop facile. Ça, c'est plus de la logique qui va faire du chiffre d'affaires à je ne sais quel truc de cours en ligne plutôt qui va vraiment aider quelqu'un à vivre sa passion. Là, apprendre le japonais, c'est possible. Voilà ce que je veux vous dire, moi. Apprendre le japonais, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Est-ce que ça nécessite un petit peu d'organisation, un peu de travail, un peu de concentration? Oui, bien sûr. Est-ce que ça nécessite du temps? Oui, oui. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de mettre ce temps? Bah oui, en fait, aussi. Apprendre le japonais, c'est pas juste pour le résultat. C'est pour aussi parce que c'est intéressant d'apprendre. Ça nous fait progresser tous, ça fait travailler notre cerveau dans des façons originales. C'est hyper sain, c'est hyper satisfaisant d'apprendre en fait. Apprendre en soi, c'est bien. Donc n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de travailler, de vous frotter à des choses un petit peu compliquées. Euh, c'est tout à fait possible puisque des gens y arrivent. Voilà. En revanche, vous dites pas dans votre tête que ah mais c'est facile, j'ai juste à trouver la bonne méthode. En fait, il faut trouver la méthode qui vous va à vous, la solution qui vous va à vous, et simplement admettre que bah oui, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave en fait, c'est bien. C'est bien de travailler en fait, c'est bien de se donner les moyens de réussir un truc qu'on a envie de faire. Hein. Donc, euh, donc voilà. Hein. Mais ça, malheureusement, ça ne tient pas en 20 secondes de pub sur TikTok ou sur Instagram. Donc, c'est pas le genre de message qu'on voit. Ça nécessite un peu plus d'être posé, d'être calme, de parler avec une vraie personne parfois, en fait. Ça tient pas dans une vignette à la con qui va vous dire n'apprenez surtout pas le japonais comme ça. Que malheureusement, on est tous obligés de faire pour essayer d'émerger dans les algorithmes. Bref, j'arrête de râler comme un boomer et voilà, je vous montre le kanji suivant. Donc j'ai mis la clé du toit et en dessous j'ai mis là une petite. J'ai exactement un Yamis qui est Hiro. Rien n'est facile, tout est possible. Donc voilà. Donnez-vous calmement les moyens de réussir. Ne vous énervez pas. Prenez des décisions. Il n'y a pas de. Il y a parfois des mauvaises décisions, mais choisir c'est bien en fait. Donc choisissez de faire du japonais, ça c'est bien. Et faites-le, tout simplement. Donnez-vous un peu de temps. Et amusez-vous, trouvez du plaisir. Ne regardez pas que le résultat. Et arrêtez de vous comparer aux autres, pitié. Faites-le pour vous. Pas pour. C'est pas une course. C'est pas un concours. On trouve toujours mieux que ça. Des millions d'occidentaux parlent beaucoup mieux japonais que moi. Et je m'en fous royalement. Ça m'empêche pas, moi, de chercher à progresser dans mon japonais qui m'intéresse. Faites pareil pour vous. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours meilleur. Et puis il y aura aussi beaucoup de baratins. Il y a toujours des gens qui vous diront qu'ils ont fait ça en 10 jours et tout. Et qui feront ça uniquement pour vous vendre quelque chose. Donc faites les choses pour vous. Prenez votre temps. Mais continuez, n'arrêtez pas. Continuez simplement, organisez-vous. Vous allez y arriver. Hein. Donc, ce kanji-là, c'est yoroshiku, yoroshiku onegai shimasu, yoroshi. Ça veut dire quelque chose de bien. Yoroshiku onegai shimasu, c'est une expression qu'on a beaucoup de mal à traduire. Littéralement, ça veut dire je me recommande à votre bienveillance. Un petit peu empoulé dans le style. Alors, pour une expression qui est pourtant très banale au Japon, c'est-à-dire, beaucoup de Japonais sont embêtés quand ils disent ah, comment on dit yoroshiku onegai shimasu? On va leur dire ouais, je sais pas, on va dire s'il vous plaît, on va dire merci, on va dire. Enfin voilà, on n'a pas d'équivalent direct de yoroshiku. Hein. Bref, donc le mot qu'a mis Haisik, c'est best regards, bien cordialement. On peut dire, ouais, on peut se dire un petit truc comme ça. Hein. J'ai oublié le 1919. Je suis très distrait aujourd'hui, moi. On va revenir dessus après. Hein. Donc, yoroshiku, yoroshiku onegai shimasu. Onegai itashimasu.
Bien cordialement. Hein. Bien cordialement. Ouais. Je vais mettre ça comme expression. Bien cordialement. Qu'est-ce qu'on va lui retenir comme truc? Bah, ouais, j'ai vraiment fait une histoire à la con. J'ai pensé que dans ma maison, j'avais pas mal d'étagères, que dans mes étagères, j'avais quoi? J'avais du courrier. Et qu'en bas de mes courriers, c'était écrit Yoroshiku onegaishimasu. C'était écrit bien cordialement. Et voilà. Et c'est la seule façon que j'ai réussi à trouver pour me retenir un peu quelque chose avec cette expression qui est tellement pas dans notre quotidien à nous, petits français. Donc, essayez de voir ce que vous évoque ce Yoroshiku onegaishimasu. Ensuite, je vais revenir sur celui que j'ai zappé, le numéro 1919. Désolé pour le désordre. Cette fois-ci, on a comme clé de lecture sur la gauche le sommet et à droite, toujours notre étagère. Voilà, voilà. Alors, ça c'est le verbe habame qui veut dire empêcher, bloquer, faire obstacle à quelqu'un. Ouais, c'est le nom du. Enfin, c'est le sens de ce verbe en anglais, thwart, qui est un mot un peu compliqué, thwart. Mais habame, voilà, bloquer, faire obstacle. Ben moi j'ai voulu aller au sommet de la montagne, mais en chemin, j'ai pas pu sortir de chez moi. Pourquoi? Parce que on m'avait enfermé chez moi et la bibliothèque faisait obstacle. Donc j'ai imaginé voilà, un chemin qui était obstrué par une bibliothèque. Vous savez, comme quand parfois on peut mettre une. Enfin, dans les films, souvent on voit ça, des gens qui se barricadent en mettant des meubles devant les portes et tout. Bah, voilà, mais j'ai pensé à cette idée-là. Peut-être que on peut se faire une meilleure histoire que ça. Ah oui, comme on est au sommet. Imaginons qu'on est au sommet de la montagne et qu'il y a une avalanche. Voilà. Je vais dans le refuge, je me barricade, je bloque, j'empêche la neige de rentrer en mettant la bibliothèque avec les petits bouquins à échanger entre amis dans le refuge. Je mets une bibliothèque devant les fenêtres, je mets une bibliothèque devant la porte, et comme ça, la neige ne rentre pas et je peux survivre à l'avalanche. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Où en étais-je? Oui, bah, je pense que ouais, ça va être le dernier qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une rizière. Oups. En dessous de la rizière, une couronne. Et en dessous de la couronne, mon étagère. Donc, rizière, couronne, étagère. Tout ça, c'est le tatami. Eh oui, le tatami, le fameux. Hein. Pas le tatami forcément des arts martiaux, mais le tatami traditionnel, hein, avec fait en paille de riz, hein, comme ça. Celui-là, hein, qu'on voit au sol des pièces de style traditionnel japonais. Le tatami, c'est aussi un compteur pour le nombre de tatamis, mais du coup, c'est aussi un compteur pour la surface des pièces. On va dire qu'une surface, elle fait à peu près 4 tatamis. Ça, par exemple, c'est une pièce de 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui fait à peu près 6 tatamis. Ça donne une idée de la surface, parce que le tatami standard, il fait, si je dis pas de bêtises, 1,80 m par 70 cm à peu près. Et ça donne déjà une idée de la taille d'une pièce. C'est un petit peu plus d'1 m², un petit peu plus d'1 m² pour un tatami. Voilà, voilà. Peut-être presque 1,5 m. Donc, une fois qu'on a dit ça, notre tatami, on a aussi le verbe tatame, hein, qui veut dire replier ou empiler des choses. Hein. On peut replier un,
On peut plier des vêtements, on peut plier des... Voilà, parce qu'à l'origine, le tatami, c'était quelque chose de mobile dans la maison japonaise, il y a très longtemps. Hein. C'était pas quelque chose qu'on gardait forcément tout le temps au sol. On le mettait pour des occasions particulières. Donc il y a cette idée d'empiler, de plier. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Donc on a la rizière qui sert à faire les tatamis. Et on peut se dire, ah oui, mais j'avais pensé que avec les meilleurs, hein, c'est-à-dire la couronne, ça m'a fait penser à l'excellence, à ce qu'il y avait de plus luxueux. Donc j'ai pensé qu'avec les meilleures plantes de riz de la rizière, avec les meilleures plantes de riz, on s'en servait pour faire des tatamis très solides sur lesquels on pouvait poser des étagères dans les maisons japonaises. Voilà. Donc ça m'a permis de retenir à peu près le tatami. Hein. Là où il m'embête un peu ce kanji, c'est que souvent je le confonds avec celui-ci. Hein. Voilà. Qu'on avait vu. Hein, qui est la quantité. Vous voyez, il se ressemble un peu dans ma tête. Donc après, on arrive quand même bien à la distinguer là. Hein. Voilà, et donc c'est avec ce petit tatami qu'on va terminer cette session.